Salut salut! Cette vidéo consacrée à The Boys est sponsorisée par un super pouvoir de choix, la télépathie, qui nous permet de vous offrir ce gag merveilleux et peu coûteux en effets spéciaux. Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la deuxième saison de The Boys, la série d'Amazon Prime qui est disponible depuis quelques jours. Cool. Après avoir mis à disposition du public les 3 premiers épisodes, la plateforme vient d'en diffuser un 4e, on est donc à mi-parcours puisque la saison en comptera 8, et on s'est dit que c'était donc le bon moment pour faire un petit bilan à mi-chemin. On retrouve donc nos personnages exactement là où on les avait quittés. Les boys de Butcher sont désormais traqués par les autorités parce que tout simplement ils ont foutu un énorme merdier au sein des Seven, les super-héros de la multinationale Vought, tandis que ces super-héros, qui sont tous des psychopathes en puissance, continuent, on va dire, de partir en sucette et de détruire absolument tout ce qu'ils touchent. Commençons tout d'abord par les points forts de cette deuxième saison, qui sont d'ailleurs peu ou prou les mêmes que la première. Déjà, c'est cool. C'est cool parce que depuis Nietzsche, on sait que les idoles sont plus jolies au crépuscule et que c'est toujours un peu plus marrant de philosopher avec un marteau. Et ça, la série l'a bien compris tant elle s'amuse à dézinguer ces espèces de figures du commandeur du divertissement contemporain que sont les super-héros. En réalité, ni vous ni moi, on a envie de voir des personnages ultra vertueux, ultra positifs. On a envie de profiter de leur désir, leur volonté de puissance, et c'est ce qu'on les regarde accomplir, alors que tout simplement ils cèdent à absolument toutes leurs ambitions, tous leurs vices, toutes leurs vicissitudes. Homelander est toujours le pire des meilleurs, c'est-à-dire que là il commence à atteindre le point où ses névroses sont complètement déséquilibrées, et on voit arriver le stade de rupture, le point de non-retour, au-delà duquel il va devenir une espèce de pure force de destruction, totalement déséquilibré. C'est assez excitant et ça donne encore une fois beaucoup de charme à la série, à son côté sale gosse, à son humour assez méchant, assez impertinent. Tout est relatif bien sûr, mais vraiment ça confère une belle énergie à l'ensemble et on s'amuse de voir le show abattre comme ça tous ces symboles et toutes ces parodies de super-héros qu'on connaît très bien. La série arrive à faire ce truc qui est paradoxal mais très plaisant, c'est d'être à la fois un espèce de doudou et à la fois un truc très acide, très méchant, très impertinent. Et ce mélange des deux, tout simplement retrouver des figures qu'on connaît, retrouver des parodies de figures qu'on connaît et les voir se taper sur la gueule avec une certaine férocité, c'est quelque chose qui est assez contagieux en réalité. Et ça marche toujours, bien sûr, grâce au casting qui est, comme dans la saison précédente, absolument au top. On va être très honnête, ça faisait bien longtemps que Karl Urban n'avait pas été aussi bon. Et non, j'ai beaucoup aimé Dredd. Dans Dredd, il n'y a que son menton qui est bon. En tout cas, voilà, là, le comédien arrive à être dans un mélange de cabotinage, de rouerie, mais aussi un peu de sensibilité, parce que notamment dans le 4e épisode, il commence un peu à se nuancer, il lui arrive des trucs qui vont l'amener probablement à devenir le Butcher des comics, qui sont plutôt assez bien amenés, assez bien vus, qui fonctionnent en tout cas, et vraiment, Urban fait un beau boulot. Mais la grande star de la série, c'est toujours Anthony Starr, que vous avez peut-être découvert dans Banshee. Si ça n'est pas le cas, arrêtez cette vidéo et foncez voir Banshee, qui est une sorte de petit mode d'emploi de kung-fu chez les consanguins. C'est merveilleux. Mais Anthony Starr, dans The Boys, il a un rôle qui est assez cartoonesque, qui est assez déjanté, qui lui va en fait très bien, parce que c'est très compliqué de gérer l'outrance, de gérer jusqu'où on peut en faire trop. Et ça, il le fait à merveille, parce que notamment dans cette deuxième saison, il peut nuancer un peu son personnage, qui, suite au climax de la saison précédente, on va dire, n'a plus aucun équilibre émotionnel, et donc est face à une espèce de chute ou de partage en vrille programmée, qui est quand même très agréable à suivre. Et là où cette deuxième saison marque des points, c'est grâce à Stormfront, le personnage qui est interprété par Aya Cash, que vous avez peut-être découvert dans la série You're the Worst, qui est aussi une série qui a énormément de charme et beaucoup de qualité. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, The Boys manquait un petit peu, je trouve, de personnages féminins très forts, très marquants. On sent qu'il y avait un lead qui était plutôt masculin, et là justement, on nous propose un personnage féminin qui est très intéressant, extrêmement pernicieux, je trouve plutôt bien écrit, mais aussi excellemment bien interprété. Moi, j'avais pas vu Aya Cash faire ce genre de personnage avant, et vraiment, je trouve qu'elle insuffle une dynamique, un tempo et un côté extrêmement retors à son personnage qui sont très intéressants. Là où je trouve que la série marque des points, ce sont dans ses transgressions par rapport au matériau original. On vous en parlait justement de ces fameuses différences dans la vidéo où on comparait les comics et la série. Et il me semble qu'elles sont justifiées par un truc tout bête, c'est que Garth Ennis est vraiment un auteur, c'est un auteur qui est pas seulement un sale gosse, c'est pas seulement un auteur un peu punk, c'est un auteur qui joue toujours avec des trucs assez anarchistes, très sombre, très violent et voire volontiers trouble, qui joue avec le malaise et l'adrénaline que génèrent ses œuvres auprès du spectateur. Or, le souci, c'est que quand vous voulez l'adapter pour faire une œuvre très grand public, qui a besoin d'un succès international pour marcher, eh ben, vous ne pouvez pas jouer que sur la corde du malaise. En tout cas, c'est, on va dire, une arme très dangereuse à manier quand on veut toucher le grand public. Par conséquent, Seth Rogen, Evan Goldberg et Eric Kripke, deux d'entre eux bossaient déjà sur l'adaptation de Preacher, du même auteur Garth Ennis pour la chaîne AMC, doivent se poser la question de comment transposer, modifier, renouveler tout ça, on va dire, en respectant l'idée de l'œuvre originelle, mais en même temps en la rendant
possible à appréhender par un large public? Et bah tout simplement, c'est en transformant ce qui est, on va dire, extrêmement outrancier et très très dark en quelque chose d'un peu plus acide et rigolard, du moins en apparence. Et ça, je trouve qu'ils le font excellemment avec deux sous-intrigues, celle qui concerne Homelander et celle qui concerne Stormfront. En ayant choisi de conserver la famille de Homelander et de la préserver du destin funeste qui était la sienne dans les comics, bah, tout simplement, les scénaristes sont amenés à traiter de ce que c'est que l'image de la famille, on va dire, dans la culture populaire américaine et dans un certain inconscient collectif. Et du coup, ils tirent à boulet rouge sur l'image d'Épinal du pater familias et décident d'en faire une espèce d'énorme turbine à trauma, d'énorme transmetteur de névrose. Évidemment, ça n'est pas un concept qui est nouveau, mais l'allier à l'idée du super-héros, c'est encore une fois une manière de dézinguer certaines représentations nord-américaines qui sont en fait très courantes et qui font toujours un peu de bien quand elles sont interrogées. Le personnage de Stormfront, qui nous est montré comme quelqu'un qui va obliger les Seven à faire beaucoup de communication de crise dans l'urgence, ça permet d'intégrer, on va dire, plein de codes venus des réseaux sociaux, du monde des influenceurs, mais aussi du cinéma hollywoodien, dans le monde des Seven. Et ça, c'est une opportunité assez marrante, en fait, de dire que donc, ces personnages sont non seulement des échos dégénérés des héros de Marvel et de DC, mais ce sont aussi des échos dégénérés du star system hollywoodien. Et là, on voit vraiment la série qui tire à boulet rouge sur l'industrie cinématographique américaine, et qui le fait encore une fois avec un mauvais esprit et un côté sale gosse qui est vraiment charmant. Mais c'est pas seulement un truc un peu bourrin rigolo, c'est aussi très bien amené d'un point de vue narratif, parce que le personnage de Stormfront, on a dit qu'elle était bien interprétée, elle est aussi bien écrite, ses dialogues sont extrêmement ciselés, et la manière dont elle va venir, on va dire, saper les fondamentaux des personnages qui l'entourent est plutôt très bien fait. Et parce que Stormfront n'est pas seulement un personnage qui veut de la gloire, de la lumière, de la puissance, mais un personnage qui a un agenda politique, ça permet à nouveau de questionner, de déboulonner la statue du super-héros et de se demander qu'est-ce que nous cherchons chez des êtres surpuissants, en quoi ce mythe nous excite, nous interroge, nous amuse, et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'un peu pervers, en fait, dans cette image et dans la fonction qu'occupe le super-héros. Néanmoins, la série n'est pas exempte de défauts, et elle a des faiblesses qui sont d'ailleurs, encore une fois, les mêmes que la première saison. Le problème, c'est que c'est moche. Pas à cause des effets spéciaux, qui sont un peu inégaux, mais qui sont toujours, on va dire, au service de la narration et qui autorisent des trucs quand même assez délirants à l'image, et moi je pardonne volontiers à une production qui se montre assez créative et assez marrante, de pas toujours être au top techniquement là-dessus. En revanche, moi j'ai un certain problème, vraiment un problème plastique avec l'image de la série. On sent que pour essayer de se démarquer, pour essayer de donner une identité visuelle à leur production, ils ont appliqué un étalonnage numérique que je trouve assez voyant, qui en général est très jaune, et je trouve qu'en fait c'est tellement systématique, c'est un petit côté filtre Instagram dégueu, qui donne quand même à l'ensemble des fois un air un peu cheap. Mais dans le fond, la seule véritable faiblesse de The Boys, c'est sa narration. Parce qu'elle est beaucoup trop étirée, beaucoup trop diluée, et arrivée à mi-saison, après 4 épisodes, moi j'ai franchement le sentiment que tout ce qu'on m'a raconté aurait pu tenir en 2. Ce qui veut dire qu'on a quand même 2 heures de redites, de longueur, qui sont jamais déplaisantes, encore une fois, grâce à toutes les qualités qu'on a citées, au casting, au ton général de la série, à son espèce de coolitude vénère, qui est plutôt très plaisante. Et c'est surtout du côté de The Boys que ça pêche, parce qu'on a souvent un peu de mal à croire que ces types arrivent à échapper à des super-héros qui sont bien décidés à les transformer en steak haché. Et du coup, la série, pour réussir à nous faire acheter ça, est obligée d'en passer par des digressions, et obligée d'essayer de caractériser des personnages qui finalement ont été assez peu traités dans la première saison, et ça nous fait perdre beaucoup de temps, et ça a créé beaucoup de répétitions. Et il faut voir qu'il y a enfin probablement un dernier écueil, qui est le mode même de production de cette série, qui ne lui est pas propre, hein. C'est comme toutes les plateformes, comme Netflix et donc comme Amazon, on est obligé de produire très vite, beaucoup, pour donner du flux et pour garder le spectateur, l'internaute, sur la plateforme. Et du coup, il faut quand même voir que la série arrive à peine un an après la première. La première était sortie en juillet, celle-ci nous est donc arrivée le 4 septembre, ça fait un tout petit peu plus d'un an, et bon, Amazon a décidé d'étaler un peu plus la diffusion, c'est-à-dire que pour cette saison, on a eu 3 épisodes et après on passe en rythme hebdomadaire, ça permet aussi de fignoler jusqu'au tout dernier moment, mais attendez, produire 8 heures de fiction extrêmement spectaculaire, avec énormément d'effets spéciaux, de costumes et de décors différents, en un an, c'est énorme, sachant qu'en plus il y a quand même eu un petit peu une pandémie mondiale et un confinement qui sont tombés sur la post-prod de la série. Moi je suis extrêmement impressionné par leur capacité, on va dire, à rendre ça quasiment en temps et en heure. La série n'a quasiment pas été repoussée. Enfin, ça veut quand même dire qu'il y a eu, ne déconnons pas, un temps de production extrêmement resserré, et moi je serais très curieux de savoir quel a été, on va dire, les moyens adjoints purement à l'écriture. Parce que vraiment, je pense que c'est ça la clé et du succès, mais aussi actuellement la plus grosse limite de la série, c'est bien son écriture. Voilà, c'était notre bilan à mi-parcours de la 2e saison de The Boys. On espère que comme nous, la série vous séduit, vous amuse, vous intéresse, malgré ses limites évidentes en termes de narration. On espère aussi que sa 2e moitié sera encore plus mordante et qu'elle parviendra à nous faire un peu mentir sur voilà, notre ressenti à mi-parcours. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, tapez sur la cloche, likez,
commentez, dites-nous tout le bien ou le mal que vous pensez de cette vidéo. Nous, on vous embrasse et on pense à vous, même si vous ne le méritez pas.